Chers amis de Paix et Guerre, bonsoir. Je suis avec vous pour une 83e Mondoscopie ce soir. Nous sommes mardi 5 août 2025, mais cette émission ne sortira que demain. Mercredi, je suis obligée de l'enregistrer la veille, donc j'espère que l'actualité ne me démentira pas tout de même en 24 heures. Alors, d'abord, likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au Cercle des Amis de Paix et Guerre pour avoir des contenus exclusifs. Le lien est en description. Cette semaine, la clé du monde portera sur les conséquences de l'affaire Epstein sur la politique étrangère de Donald Trump, qui ne sont pas minces, malheureusement, oserais-je dire. Et puis, bien sûr, soutenez-nous via Tipeee ou autrement, comme vous voulez. C'est très important pour nous. Alors, au programme ce soir d'une mondoscopie que j'essaie encore une fois de faire courte, plus courte, parce que je sais que c'est l'été et que vous avez envie de faire autre chose, peut-être tout en souhaitant malgré tout vous informer sur ce qui se passe. Il y aura 3 points. D'abord, les suites de l'ultimatum de Donald Trump à Vladimir Poutine, son échec probable, enfin son sort, et les derniers chiffres sur le rapport de force militaire entre l'Ukraine et la Russie. Je pense que c'est assez intéressant d'en avoir une idée. Deuxièmement, pourquoi Steve Witkoff, le négociateur ami de Trump, va-t-il à Moscou ? Et là, ça renvoie peut-être à une affaire sombre de capture d'agents et de militaires britanniques près d'Odessa. Et puis, un 3e point assez court sur les germes possibles d'une rébellion politico-militaire au niveau, bien sûr, des autorités en Israël face à la politique de Benjamin Netanyahou. Bon. Alors, premier point, donc l'Ukraine, la question de l'ultimatum, les derniers chiffres sur le rapport de force militaire. Alors, vous savez peut-être que donc il y a eu cet ultimatum, d'abord de 80 jours, puis de 9-10 jours, menace de sanctions secondaires et directes, mais surtout secondaires sur les grands clients indiens et chinois et beaucoup d'autres, mais enfin les 2 principaux, c'est quand même ceux-là qui sont visés, de Vladimir Poutine, de la Russie, si jamais Poutine n'acceptait pas en fait l'inacceptable, c'est-à-dire le plan Kellogg qu'on lui propose comme quelque chose de formidable qui devrait apporter la paix, alors qu'évidemment ça ne fera qu'être un petit délai avant la reprise de plus belle des hostilités. Bon. Donc, il y a cette affaire d'ultimatum, il y a les réactions de responsables russes, et notamment de l'ancien président Medvedev, assez brutales à Donald Trump sur le thème « mais vous croyez où pour imposer des ultimatums pour lancer des ultimatums à la Russie ?» Si vous continuez, ça va très très mal se terminer. On n'est ni l'Iran, ni Israël, ni rien du tout. On est la Russie, on est une puissance nucléaire et vous allez finir par entrer en confrontation directe et radicale avec nous. Ce à quoi Donald Trump a annoncé que, bien sûr, ces déclarations étaient des menaces, comme si l'ultimatum n'en était pas, mais bon, bon, ça n'a pas l'air de le gêner, n'est-ce pas? Et donc, il a expliqué qu'il avait demandé à 2 sous-marins nucléaires américains de se diriger vers les frontières de la Russie. Voilà, en réponse à ce qu'avait dit Medvedev sur le thème, eh bien voilà, nous devons réagir. Alors, le Pentagone a joué à la baisse, enfin, c'est cette déclaration de Trump en expliquant que, oui, ils allaient tenir compte, bien sûr, de cette déclaration, qu'ils étaient d'accord avec cette déclaration, ce qui est une manière de dire non, on n'a pas déplacé de sous-marins, mais il fallait donner un peu d'espace au président et lui permettre de faire des déclarations tonitruantes. Donc voilà, on fait comme si. Bon, de toute façon,
les Russes le savent probablement, si c'est le cas. Hein. Et si ce n'est pas le cas, ben, tant mieux, à vrai dire, parce que c'était quand même très très inquiétant que le Pentagone, là pour le coup, obéisse à Trump. En même temps, il devrait obéir à Trump. Mais bon. Et même John Bolton a essayé de la jouer, de minimiser la déclaration présidentielle en expliquant que c'était une sorte de charade. Bon. Alors, on peut comprendre pourquoi Trump l'a fait, évidemment, c'est-à-dire se remettre en avant face à une forme de délégitimation, d'insécurité, de menace pour le coup russe, de la Russie qui reprenait la main, en expliquant eh bien, il n'allait pas se laisser faire avec leur ultimatum. Donc, il ne veut évidemment, Trump, jamais paraître faible. Il est clair que pourtant, il le paraît, puisqu'il n'a pas réussi à faire bouger la Russie d'un poil sur ses exigences en termes de négociation de paix, toujours les mêmes. Reconnaissance des territoires qui sont entrés dans la Fédération de Russie par référendum, démilitarisation, dénazification de l'Ukraine et bien sûr reneutralisation de l'Ukraine. C'est toujours la même chose. Bon. Donc il avait besoin de montrer sa force, mais d'une certaine manière, en annonçant ça d'une façon un peu tonitruante et désordonnée, c'est pas une marque de calme, si vous voulez, c'est pas une marque de tempérance, c'est pas une marque de sang-froid, c'est plutôt infantile, mais enfin bon, on est dans une politique de lubris permanente, bon. Alors, en plus, il continue à raconter n'importe quoi. Alors, manifestement, c'est des choses qu'on lui transmet, c'est des informations qu'on lui transmet. Enfin, il les relaie, il se pose pas de questions, c'est quand même ahurissant. Sur les pertes russes. Bon, en expliquant que la Russie aurait en ce moment une moyenne de 20 000 morts par mois. Bon, donc voilà, qu'elle aurait perdu depuis janvier 112 000 hommes, 112 500 hommes, soldats. Que bien sûr, ce n'est pas nécessaire, ça c'est pour appuyer son idée que la guerre ne devait pas avoir lieu, etc. etc. Que l'Ukraine, bien sûr, avait aussi souffert, qu'ils auraient perdu 8000 soldats depuis le 1er janvier, ce qui est totalement ahurissant. Enfin, c'est au-delà de la propagande, c'est au-delà du mensonge, c'est complètement... C'est fou de dire ça, en fait, puisqu'on en est à des ratios très différents, hebdomadaires, au détriment, bien sûr, de l'Ukraine, ceux que je vais vous donner maintenant. Que l'Ukraine a aussi perdu des civils, mais en petit nombre, à cause des missiles qui s'abattent sur Kiev. Mais enfin, alors, en revanche, ce que fait l'Ukraine sur les populations civiles, ça, non, russophone ou russe, ça n'existe pas. Bon, bref, voilà, il explique qu'il est là pour essayer d'arrêter cette guerre. Enfin, c'est très beau. Bon, voilà, bon, très bien. Donc c'est vraiment de la propagande de masse, si vous voulez, ukrainienne bien sûr, venue de sources ukrainiennes, sur des pertes massives russes. Évidemment, bon, bah, c'est fait pour booster un peu le moral des Ukrainiens, et on comprend qu'il en ait besoin. Essayer de faire croire que la situation n'est pas si catastrophique que ça sur la ligne de front, et finalement que la Russie pourrait bien un jour manquer d'hommes, n'est-ce pas? Bon. Alors, il y a même des sites très très pro-ukrainiens comme Euromaidan Press qui rapportent soi-disant des informations de la ligne de front en expliquant que les défenseurs ukrainiens emploient des tactiques quasiment romaines anti-cavalerie pour parvenir à un score dévastateur d'un mort ukrainien pour 66 morts russes. Enfin bon, voilà, on est dans le délire le plus fou.
bon, voilà, donc... alors, il y a d'autres, évidemment, commentateurs, notamment sur X, qui expliquent qu'il y a des milliers de troupes ukrainiennes qui sont encerclées. Mais bon, voilà, il y a cette liste, ces chiffres qui ont été donnés par Trump, 8000 morts ukrainiens et 112 500 russes depuis janvier. Bon, ok. Alors, le problème, c'est qu'il y a quand même une figure ukrainienne qui s'appelle Maria Berlinska et qui, au même moment, a quand même sorti des chiffres un peu différents en expliquant qu'il faut revenir un peu aux mathématiques de la guerre, que du côté ukrainien, les morts par jour, c'est jusqu'à 300, les blessés jusqu'à 750, ceux qu'on renvoie au front, 1550. Donc, en gros, par mois, les Ukrainiens perdraient 46 500 hommes et ils arriveraient à en mobiliser à peu près 20 000, donc une petite moitié. Bon, donc voilà, je redis, 300 morts en ce moment, hein, en moyenne, et en ce moment. 300 morts jour côté ukrainien, 750 blessés jour, et à peu près 500, pardon, j'ai dit 1500, je crois que c'est 500, 500 qui sont aussi qui sont remplacés et soit tués, soit blessés. Donc on est en gros à près de 1500 blessés ou tués jour. Donc c'est du délire. C'est du délire. Donc on arrive à, d'après elle, 26 500 morts en moyenne par mois. Ça veut dire 318 000 morts ukrainiens, hein, toujours, par an. Même si on divise cette figure par 2, en disant que, voilà, que c'est trop, qu'il y a aussi les blessés légers qui reviennent quand même sur le front. Bon, admettons, au mieux, on divise 318 par 2, on obtient quand même 159, hein. Et on peut dire que ça fait bien longtemps que l'armée ukrainienne n'est plus forte d'un demi-million ou d'un million d'hommes. Donc, bien sûr, ce sont des chiffres moyens, bien sûr, chaque jour est différent, bien sûr, on n'a pas accès à des documents, enfin en tout cas pas moi, à des documents classifiés, donc c'est de la logique en fait, c'est des extrapolations. C'est des sources ouvertes et c'est une communication de la part des Ukrainiens et de cette femme avec un certain nombre de départements, de centres, etc. Bon, bref, donc admettons qu'au minimum, les Ukrainiens perdent 159 000, mettons 160 000 hommes par an. Bon. L'ennemi, lui, il arrive à mobiliser à peu près 120 000 personnes par an. Donc les Russes mobiliseraient 120 000 personnes par an, d'après elle. Ils mobiliseraient sans avoir vraiment démarré une nouvelle phase de mobilisation, hein, c'est-à-dire c'est le recrutement des volontaires russes, ça. Bon, 120 000 par an. Donc, ça veut dire 10 000 par mois, si vous voulez, hein, en gros. Donc, si vous voulez, l'Ukraine, en gros, elle perd 26 500 hommes par mois, 318 000 par an, ou éventuellement la moitié, si on veut vraiment tout réduire, pendant que la Russie, elle a 10 000 hommes de plus par mois à donner, à déployer pour l'opération militaire spéciale, et 120 000 par an. Bon. Cette femme donc estime que 159 000 morts, c'est vraiment les pertes lourdes pour l'Ukraine.
c'est-à-dire c'est mort et blessé, hein, mort et blessé. Et évidemment, c'est totalement mortel pour l'Ukraine, puisque Zelensky, d'ailleurs, lui-même admet que la Russie gagne à peu près en net plus de 100 000 hommes. Donc là, on en était à 120 000, mais Zelensky, il dit la Russie a chaque année plus 100 000 hommes dans son armée et dans ce qu'elle peut dédier à l'opération militaire spéciale. Bon, donc bref, même si l'Ukraine arrive à, elle aussi, recruter, arrivait, hein, mais elle n'en est pas là, mais arrivait par la force, à envoyer, elle aussi, à recruter, elle aussi, 100 000 personnes, 100 000 soldats par an, le gap va continuer de toute façon à s'élargir, jusqu'à ce qu'elle soit complètement dépassée par le rythme et par l'échelle de la mobilisation volontaire russe. On ne parle même pas d'une décision politique, officielle et contraignante de mobilisation. Bon, et c'est là qu'on comprend mieux pourquoi l'OTAN s'agite tellement, et s'agite tellement avec des plans du style Kaliningrad, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, du style la Moldavie, du style, si vous voulez, voilà. Donc on cherche à ouvrir un autre front, éventuellement en Baltique, avec Kaliningrad, ou ailleurs, au sud, via la Moldavie, et via la Roumanie et la Moldavie, pour essayer de faire en sorte que ces 100 000 hommes, au minimum, que les Russes arrivent à dédier chaque année de plus, en plus à l'opération militaire spéciale, eh bien, soient occupés à autre chose que à attaquer, à avancer sur le front du Donbass et des 4 oblasts qui sont contestés pour l'instant encore par Kiev. Donc, si vous voulez, en 2027, si on extrapole ces chiffres, ça veut dire que la Russie aura 300 000 hommes de plus que l'Ukraine à envoyer dans cette guerre. Mais évidemment, si elle est obligée de les envoyer en Lituanie ou je ne sais où, eh bien, les Ukrainiens peuvent espérer revenir à une forme de parité. Donc, c'est tout le calcul, en fait, occidental qui est fait. Bon, voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est que Trump, il est vraiment complètement il patauge dans la semoule, parce que, et les gens qui lui donnent ça pataugent dans la semoule. D'ailleurs, ce qui se dit, c'est que même dans la communauté du renseignement américain, il y a tout un tas de rapports où on dit non, on ne sait pas les pertes ukrainiennes, on ne sait pas, donc ça permet de ne pas les comptabiliser. Alors que Boudanov, Kirill Boudanov, qui est le chef du renseignement militaire ukrainien, lui, il admet que c'est pas la Russie qui va s'effondrer, ce sera plutôt l'Union européenne ou l'OTAN. Bon, il le dit évidemment comme ça, mais il explique que de toute façon, si ça continue sur cette lancée, l'Ukraine ne pourra simplement pas faire le poids. Donc même lui, même Kirill Boudanov, alors vous me direz, il devient extrêmement franc, peut-être a-t-il aussi envie d'être propulsé en une sorte d'alternative lucide à Volodymyr Zelensky. Bon, mais il avait aussi dit des choses déjà au moment de la mort de Navalny, à l'époque où tous les mainstream media étaient là, ça y est, c'est Poutine qui a tué Navalny, etc. Lui, il disait non, il est mort d'une attaque cardiaque, comme les rapports russes l'ont dit. Bon. Donc voilà, il faut même écouter Kirill Boudanov de temps en temps, voilà, pour essayer de tempérer un peu notre tendance au délire, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Bon, donc voilà où on en est. Donc si vous voulez, comme d'habitude, je vous dis ça depuis 1 an et demi, mais enfin,
Là, avec ces chiffres-là, on peut continuer à faire des extrapolations qui sont dramatiques, mais qui sont ce qu'elles sont, et à se dire que ça va de mal en pis, en fait, pour les Ukrainiens. Ça va de mal en pis. Bon, ils ont repris Tchassiviar. Là, ils sont en train de s'intéresser de plus en plus à Pokrovsk, et peut-être que Pokrovsk connaîtra le sort d'Avdiivka, qui avait été gentiment environnée, entourée et encerclée, et ça avait pris du temps, mais enfin, elle avait fini par tomber. Donc on est toujours dans un rythme d'offensive russe lent, mais efficace, très efficace. Et voilà, Pokrovsk sera peut-être... ça va peut-être prendre du temps, mais ça va se faire. Et après, eh bien, ce sera de nouveau une possibilité pour les forces russes d'avancer assez facilement et assez rapidement, plus rapidement, dans ces provinces. Il y a aussi des avancées. Là, il y a eu un pont qui reliait une partie de Kherson au principal de la ville, qui a été aussi effondré par un missile russe. Bref, si vous voulez, l'Ukraine, ça va très très mal, et on sait qu'elle dépense une partie considérable, mais trop tardivement ou pas à bon escient, en tout cas pour faire un certain nombre de tranchées, de fortifications, si vous voulez, défensives face à la Russie. Mais bon, ça n'est pas une solution, si vous voulez. La solution, c'est la paix, c'est d'arrêter les frais, c'est d'arrêter les pertes, c'est d'arrêter les pertes aussi territoriales. Voilà, parce que sinon, ça va très 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 mal se terminer pour les Ukrainiens. La bombe qui a tapé je vous ai dit que c'était une bombe ou un missile, c'est une bombe qui a tapé le pont d'Ostrovska à Kherson. C'était une bombe de 3000 kilos, donc ça c'est voilà, ça fait très très peur. Donc on se rend compte que les Russes en fait maîtrisent extrêmement bien le tempo des opérations. Voilà, qu'on le veuille ou non, encore une fois, il ne s'agit pas de trouver ça bien, de trouver ça mal. C'est une réalité, et c'est une réalité à partir de laquelle, s'il y a encore des diplomates dans le camp occidental, eh bien, ils devraient se mettre à réfléchir, et à réfléchir vite. Voilà, parce que c'était là, ce pont-là, à Kherson, c'était le seul pont qui connectait, enfin qui reliait la partie isolée de Kherson, entourée par des forces russes, de Kherson, du mainland, quoi, voilà, de la terre ferme, si vous voulez. Donc ça veut dire que les forces russes ont complètement encerclé et enfermé cette partie lorsqu'ils ont fini de détruire le pont, et c'est en cours. Voilà, donc écoutez, que dire de plus sur ce point-là? Rien. Je ne sais pas si je vous avais parlé des récents échanges entre Poutine et Loukachenko, le président de la Biélorussie, qui avait expliqué que, bon, il ne s'agissait pas, comme disait Loukachenko, de conquérir des territoires ukrainiens, mais plutôt de le faire revenir à la mère patrie russe. Et puis que, écoutez, si les Ukrainiens, ça c'est ce que Poutine avait dit, si les Ukrainiens ne veulent pas de négociations avec la Russie, c'est pas grave, la Russie va attendre, va continuer à faire ce qu'elle a à faire. Enfin bref, il y a une immense assurance en fait russe dont on devrait aussi se préoccuper. Pourquoi sont-ils si sûrs d'eux? Une assurance russe sur le thème, écoutez, vous racontez peut-être que bientôt on n'aura plus d'hommes, on n'aura plus ci, on n'aura plus ça, mais enfin, nous on pense surtout qu'on va poursuivre nos opérations au rythme qui nous convient et le temps qu'il faudra. Donc, voilà, et surtout ils avaient parlé aussi de souveraineté, puisque
Vladimir Poutine insiste beaucoup sur le thème que ce que fait la Russie, elle doit le faire pour protéger sa souveraineté et pour ne pas connaître le sort des malheureux pays européens qui sont dans une situation économique et politique catastrophique, et même sécuritaire d'ailleurs, parce qu'en fait ils se sont mis en position de vassalité totale. Et comme il l'avait dit, comme il l'a dit dans cet entretien, dans cette réunion avec Loukachenko, c'est quand même le propos de la géopolitique, la souveraineté, la protection de la souveraineté ou la domination des autres entités politiques pour leur imposer, n'est-ce pas, une férule et pour casser leur souveraineté, c'est quand même tout le sujet. Bon. Mais bon, voilà, écoutez, on en est là. Chers amis, laissez-moi prendre quelques instants de votre attention pour vous parler de notre partenaire NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Un VPN, c'est un outil qui vous permet de protéger vos données en ligne en les chiffrant et en masquant votre adresse IP, donc votre localisation. Ça signifie que vous pouvez naviguer de manière totalement anonyme et même changer virtuellement votre localisation pour contrôler des restrictions régionales ou nationales. C'est le cas dans notre pays pour un grand nombre, à vrai dire, de canaux d'information. Dans un contexte où la surveillance numérique augmente considérablement, où le vol de données et les restrictions d'accès se multiplient, c'est évidemment très précieux. C'est plus un luxe, c'est devenu un outil indispensable et extrêmement répandu pour naviguer sereinement et en toute confidentialité. Et dans la gamme des nombreux VPN qui s'offrent aujourd'hui, c'est vrai que NordVPN est quand même, de mon point de vue, extrêmement intéressant parce qu'il a une richesse de fonctions de sécurité avancée qui est assez inégalée. Les fonctionnalités avancées proposées par NordVPN incluent notamment la surveillance du dark web. Donc, si vos identifiants ou vos informations personnelles apparaissent sur une base de données compromise, vous êtes immédiatement alerté, et ça, c'est quand même très, très important. NordVPN vous propose également un double VPN. C'est une option qui chiffre votre trafic 2 fois, qui le fait donc transiter en fait par 2 serveurs distincts, si vous préférez, pour renforcer la sécurité. Et puis enfin, vous avez une fonction qui s'appelle Kill Switch et qui veille à ce que, en cas de coupure du VPN, votre accès à Internet soit automatiquement suspendu pour qu'aucune de vos données ne soit exposée par inadvertance. Donc c'est une combinaison, si vous voulez, de simplicité d'usage, de performance technique et de rigueur en matière de cybersécurité que propose NordVPN. Donc c'est une solution vraiment très solide que je vous recommande pour conserver votre confidentialité parce que ça devient un enjeu majeur. Pour sécuriser votre connexion dès aujourd'hui, c'est très simple, je vous invite à passer par le lien en description de cette vidéo pour profiter d'une offre exclusive avec 4 mois offerts et une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Je vous remercie de votre attention. Sachez aussi qu'en faisant ça, évidemment, vous aidez notre chaîne. Merci. Merci, chers amis. Alors, je passe à mon second point. Il se dit que les forces spéciales russes auraient capturé près d'Odessa 3 soldats britanniques, dont un agent de renseignement. Alors, il y a des photos, ils n'ont pas l'air, ils ont l'air très malheureux d'avoir été faits prisonniers, d'avoir été attrapés. Donc, le colonel Edward Blake, le lieutenant-colonel Richard Carroll et un agent du MI6 dont on n'a pas révélé le nom. Aurait été capturé par les forces spéciales russes dans la cité de Ochakiv, qui n'est donc pas très loin d'Odessa, lors d'un raid extrêmement audacieux. Donc ils ont dû être d'abord repérés, évidemment, avant ça. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est... bon, il y a eu des sites un peu russes ou russophiles qui l'ont dit, mais c'est surtout Eurasia Daily qui en a parlé.
Donc, et puis il y a une autre source française, manifestement, qui aurait dit qui aurait appris d'un de ses contacts du FBI, donc un contact digne de foi, donc il y avait eu cette opération, que les Russes avaient chopé donc ils étaient arrivés à Ochakiv à partir de bateaux, probablement de nuit. Ils avaient infiltré le centre de commandement des forces armées ukrainiennes et ils y avaient capturé les 3 soldats britanniques qui avaient pour mission et pour job de coordonner l'usage des missiles britanniques et des drones britanniques contre les troupes russes et contre des cibles civiles. Bon, alors évidemment, il faut se méfier toujours quand on rapporte des choses comme ça, parce que ça peut être aussi le fait de ce qu'on appelle l'information circulaire, c'est-à-dire il y a toujours une même source qui diffuse via d'autres, et on a l'impression qu'on a plusieurs sources qui vous parlent d'une information, en fait c'est toujours la même qui est en haut, qui est au-dessus. Voilà, donc. Mais enfin, néanmoins, il se trouve que Steve Witkoff, l'envoyé de Donald Trump, qui devait déjà samedi dernier être à Moscou pour des pourparlers, finalement a vu reporter son départ sans explication. Et maintenant, on dit qu'il doit être à Moscou, peut-être y est-il déjà d'ailleurs au moment où j'enregistre, et que peut-être il est là aussi pour négocier avec Poutine le fait de relâcher ces trois agents britanniques finalement. Alors on peut imaginer, on peut imaginer ce qui se passera entre eux dans une conversation entre Poutine et Witkoff. Voilà, c'est tout à fait logique finalement que les Russes les aient attrapés, puisqu'ils menacent simplement de tuer des cibles russes et en plus des cibles civiles. Voilà, et ils aident les Ukrainiens à lancer des drones et des missiles, enfin, je veux dire, sur le territoire russe. Donc la Russie ne peut pas ne pas répondre, ne pas chercher à les attraper, parce que pour eux, finalement, c'est pas du tout des prisonniers de guerre, là, c'est des terroristes britanniques à partir du moment où ils s'attaquent à des cibles civiles. Donc ils ne sont plus, vous savez que ceux qui sont considérés comme des terroristes ne sont plus susceptibles d'être traités en vertu des conventions de Genève qui protègent les soldats ennemis dans un conflit, puisque là, c'est des instigateurs terroristes finalement, et ils encourent des punitions selon la loi russe qui s'applique aux terroristes, si vous voulez. Bon, après, il y a toujours moyen de moyenner, c'est l'avantage dans ces questions d'État et entre États. Évidemment, il faut simplement que la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'OTAN commencent à se rendre compte qu'il va falloir arrêter le soutien à l'Ukraine, financier, militaire, qu'il faut reconnaître la souveraineté de la Russie sur les 4 oblasts de Donetsk, de Lugansk, de Zaporojie et de Kherson, qu'il faut démilitariser, qu'il faut dénazifier, qu'il faut reneutraliser évidemment l'Ukraine, qu'il faut retirer les missiles de Pologne et de Roumanie. D'ailleurs, la Russie a annoncé, enfin le ministère des Affaires étrangères russe a tout récemment annoncé qu'il ne se considérait plus tenu par un moratoire sur la production et l'usage de missiles de courte et de moyenne portée. Donc ça, c'est une réponse aux gesticulations de l'OTAN, qui ne sont peut-être pas que des gesticulations s'agissant de Kaliningrad ou s'agissant des opérations en Moldavie. Il faut aussi que les Américains
donnent ordre aux Britanniques et le fassent eux-mêmes d'ailleurs de rendre les avoirs russes volés. Bon, enfin, si vous voulez, toute la liste des revendications russes que l'on connaît par cœur. Voilà. Et puis qu'on revienne à ces documents qui sont extrêmement importants, dont je vous ai parlé dès le début, dès le lancement de Paix et Guerre, ou presque, mais je crois très très vite, dans une des premières émissions que j'ai faites, qui sont les drafts, les projets de traités ou les bases, en tout cas de négociations, que Vladimir Poutine avait adressées le 17 décembre 2021, donc quelques mois du lancement de l'opération militaire spéciale, à l'OTAN, à Washington, à l'UE, et qui n'ont pas eu de réponse, si ce n'est une réponse complètement fantaisiste de l'OTAN et totalement à côté de la plaque et volontairement à côté de la plaque. Et c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu, parce que l'Occident n'a pas enfin pris cette dernière main tendue de la Russie, que la SMO a été lancée. Il faut quand même, maintenant, qui peut encore nier cela? Bon. Donc il faut revenir, et Poutine a dit à plusieurs reprises qu'il considérait que ces documents étaient des bases importantes de discussion et de négociation avec l'Ouest. Même pas avec l'Ukraine, avec l'Ouest. Bon. Donc voilà où nous en sommes. Mais évidemment, Witkoff, il n'a pas le pouvoir de faire tout ça, puisqu'il est lui-même dominé et marginalisé par le clan Kellogg, qui a comment dirais-je, concocté des propositions de paix inacceptables dont je vous ai déjà parlé. Bon, donc voilà, on peut imaginer que tout ça ne va pas forcément marcher. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que si Witkoff va à Moscou, malheureusement, c'est peut-être aussi, alors c'est peut-être pour discuter la question des trois Anglais, mais c'est certainement aussi, c'est certainement, j'espère que ce n'est pas si certain, mais on ne peut pas ignorer l'hypothèse selon laquelle il irait en fait à Moscou finalement pour prouver qu'il n'y a rien à faire et rien à discuter avec Vladimir Poutine. C'est-à-dire faire une espèce de faux rendez-vous de la dernière chance avant que l'escalade ne reprenne, les provocations ne reprennent. Le SVR vient d'ailleurs d'éventer un nouveau projet dont je vous parlerai la prochaine fois, un nouveau projet d'opération britannique d'ailleurs, visant à provoquer un incident avec un pétrolier russe pour pouvoir forcer finalement Donald Trump à imposer sanctions secondaires. Donc bref, si vous voulez, on peut aussi penser que Trump envoie Witkoff à Moscou sur le thème écoutez, on va vous faire des propositions, on veut une grande coopération, etc. Mais ce sera des concessions, peut-être territoriales d'ailleurs, de pure forme et totalement insuffisantes par rapport à la gravité, au sérieux et à la nécessité de discuter les véritables questions sécuritaires qui se posent entre la Russie et l'OTAN, en fait, et entre la Russie et les États-Unis. Donc, c'est peut-être le dernier step, la dernière marche avant que ne se referme la fatalité de la bêtise, n'est-ce pas, sur la malheureuse Ukraine, bien sûr, en premier lieu, et sur la moribonde diplomatie internationale, en tout cas entre la Russie et les États-Unis, avec ce qui nous pend au nez, c'est-à-dire la poursuite de la guerre, l'avancée russe inexorable, les prophéties autoréalisatrices de menaces russes de plus en plus importantes, forcément, parce qu'ils avancent, puisqu'il n'y a rien, on ne leur propose rien d'autre. Donc, si vous voulez, tant qu'on ne discute pas sérieusement, eux, ils vont continuer à avancer, et donc on va finir par dire, ah ben oui, effectivement, ils s'approchent véritablement de plus en plus, ils vont de plus en plus vers l'ouest de l'Ukraine. Bon. Donc, c'est malheureux parce qu'il est vrai que quand Donald Trump est revenu au pouvoir, moi-même,
et d'autres, mais nous avions quand même l'espoir d'un véritable changement de mentalité, d'une nouvelle voie pour un rétablissement de relations au moins de respect entre la Russie et les États-Unis. Là, on a plutôt l'impression que Witkoff n'a pas grand-chose à offrir en fait aux Russes, ne va pas arriver avec des propositions véritablement sérieuses. Pourquoi? Mais parce que l'administration américaine, clairement, qu'elle soit finalement démocrate ou républicaine, elle est tellement vérolée, elle est tellement contrôlée et elle est tellement dominée par une mentalité hégémonique et hubristique américaine et par des intérêts financiers évidemment colossaux, qu'elle n'a aucune intention de renoncer à l'unipolarité, parce que cette unipolarité, voilà, si on essaie d'être véritablement réaliste, l'unipolarité, si jamais elle était vraiment mise à mal, et elle l'est, c'est en train, c'est en cours. La question c'est, les Américains vont-ils réussir à contrecarrer ce mouvement de fond? Mais cette unipolarité, elle est vue à Washington comme une catastrophe politico-militaire et géopolitico-militaire. Pourquoi? Essentiellement à cause du dollar, comme d'habitude, parce qu'à partir du moment où le dollar est contesté comme monnaie de réserve internationale dominante et même quasi hégémonique, c'est le moteur de l'hégémonie, le moteur du contrôle de l'écosystème financier international qui est en panne, si vous voulez. Si cela advient, si la multipolarité arrive à s'imposer, s'il y a un autre équilibre des forces finalement, et tout ça, évidemment, ça met en danger le fonctionnement classique de l'Amérique, c'est-à-dire le budget militaire gigantesque, c'est-à-dire les gains faramineux possibles, c'est-à-dire la dette, la soutenabilité de la dette américaine vis-à-vis du reste du monde, en dollars, puisque le dollar sert à tout le monde, c'est-à-dire la victoire sans effort, qui devient plus hasardeuse qu'auparavant, c'est-à-dire la difficulté à faire pression sur les États, parce que si demain, finalement, parce que moi j'ai toujours tendance à essayer de... c'est peut-être la limite de mon réalisme, de donner le bénéfice du doute, d'essayer de miser sur l'intelligence des gens et des partis en face. Mais ce qui est vrai, c'est que si la Russie demain l'emportait, ce serait le début d'une immense désobéissance. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Ça a commencé avec l'émergence des BRICS, etc. Et ça a commencé avec ce qu'a montré la Russie en Syrie pendant quand même 10 ans. Ce qu'a montré, bien sûr, la Russie face à l'OTAN en Ukraine. Donc ce serait une espèce de réaction en chaîne de politique des dominos, si vous voulez, extrêmement dommageable pour les Américains qui pourraient perdre complètement leur capacité de coercition, leur capacité de pression, leur capacité de chantage, en fait, sur énormément d'États qui se diraient, mais en fait, non, c'est possible, l'alternative est possible. C'est le grand sujet de la mutation de nos relations internationales qui est à l'œuvre. Et voilà, il faut empêcher la Russie de faire la démonstration, finalement, que la désobéissance, la résistance, la résilience, l'audace, eh bien, ça marche. Voilà, ça peut changer la donne internationale. Bon, donc il faut casser l'exemplarité de l'attitude russe. Quand on dit ça, évidemment, en France, quel scandale, comment peut-on juger que la Russie est un modèle? Mais oui, pour une partie du monde, elle l'est, ne nous en déplaise. Donc, les Américains ne veulent pas, en fait, qu'il y ait d'équilibre international rétabli, ou établi, ou restauré, ou retravaillé intelligemment entre les très grands acteurs. Et c'est ça la source du délire. Et c'est ça la source de on continue la provocation, on continue la guerre, on continue le soutien, on continue l'absurdité, on continue à tenir l'Ukraine, même pas à bout de bras, c'est-à-dire à
à la pousser au suicide, à la pousser à l'écrasement, à la pousser à tout, mais parce que c'est un moyen de continuer à maintenir cette illusion d'une Russie qui pourrait, à un moment donné, faiblir, subir trop, perdre certains de ses alliés, ne plus être autant soutenu, ne plus être admiré, perdre son sang-froid, réagir à nos provocations, voilà. Et tout ça, c'est ce dont on rêve en fait. C'est dingue, mais c'est comme ça. Voilà, c'est pathétique, hein. C'est pathétique. Donc voilà, donc c'est la grande lutte pour la restauration de la capacité des États à protéger, à défendre et à développer leur souveraineté, qui est en jeu, Et les États-Unis, d'une manière ou d'une autre, que ce soit directement ou indirectement, agitent les vassaux européens, le vassal bien sûr britannique, plus encore que les autres, pour que ça continue. Voilà. Et le malheureux Trump, même s'il a eu envie peut-être à un moment donné d'être celui qui serait capable de faire un grand accord avec Vladimir Poutine, s'est vu rapidement expliquer que ce serait une capitulation pour lui, que ce ne serait pas bon pour sa fama, pour sa gloire, pour son image, que forcément il apparaîtrait comme le perdant de ce grand jeu, etc., etc., et que donc, eh bien, il doit continuer à peut-être montrer faussement qu'il veut coopérer ou trouver une solution, mais en fait, tout faire et aider les autres à tout faire pour que la situation continue à se dégrader et le mur, la rupture entre la Russie et l'Occident puisse eh bien, devenir de plus en plus difficile à restaurer, à renverser, si vous voulez. Donc, voilà, il faut... Moscou en fait, Moscou est un défi à l'unipolarité et à l'hégémonie américaine, au moins autant que la Chine, au plan des idées, bien sûr, au plan de la puissance. Le véritable pire compétiteur, ça reste la Chine et pas la Russie, sauf évidemment en matière d'armement et notamment nucléaire, mais en termes de puissance globale, c'est évidemment États-Unis versus Chine. Mais la Russie est un pays dirigé par un homme et par des gens qui ont décidé qu'il était temps d'arrêter les frais, d'arrêter l'horloge du renoncement, en fait, et qu'il fallait restaurer absolument la capacité de manœuvre de la Russie et son refus de se voir sans arrêt contrainte et menacée, en l'espèce par l'extension, bien sûr, de l'Alliance Atlantique. Bon. Bref, on est plutôt à la veille d'un nouveau cycle de tension, d'escalade. Le monde est triste, mais le monde est de toute façon triste. Il est beau, mais il est triste, il est tragique, et c'est comme ça. Et d'ailleurs, mon troisième point ne va pas non plus forcément déclencher des salves d'euphorie chez vous, même si je vais donc vous parler du Moyen-Orient. Vous savez que tout continue, bien sûr, mais il y a en tout cas ce que j'analyse, je veux voir en tout cas comme peut-être le germe d'une prise de conscience et d'une dissidence vis-à-vis du gouvernement de Benyamin Netanyahou, de la part, pas de n'importe qui, pas seulement de la société civile israélienne, qui était elle aussi largement comme la nôtre, comme les nôtres en Occident, largement brainwashée, enfin on lui lave le cerveau quand même toute la journée, mais là, de la part des élites militaires, du renseignement politique israélienne. Donc, il y a, donc ça vient d'Israël, hein, ça a été rapporté par des dizaines de médias différents. Et il s'agit d'une lettre qui aurait été une lettre ouverte au président américain, Donald Trump, le 2 août 2025.
signé par 500 anciens officiers israéliens et membres des services de renseignement. 500, c'est beaucoup. Donc, 2 août 2025, lettre à Donald Trump, lui demandant, l'enjoignant d'aller vite et de faire pression sur Benjamin Netanyahou pour arrêter la guerre à Gaza. Donc cette lettre aurait été, comment dirais-je, la signature, tout le processus, si vous voulez, pour faire signer une lettre par 500 personnes, c'est quand même, c'est pas si simple. Donc ça aurait été organisé par un groupe que l'on appelle les commandants de la sécurité d'Israël, ou les commandeurs peut-être en traduction, donc CIS, qui est un groupe d'officiels à la retraite, évidemment, mais seniors dans leur responsabilité passée, dans leur titre, dans leur grade, de la défense, de la diplomatie aussi israélienne, et avec quand même des figures très connues, comme l'ancien chef du Mossad, Tamir Pardo, l'ancien chef du Shin Bet, Ami Ayalon, l'ancien chef d'état-major adjoint des armées israéliennes, Matan Vilnai, et l'ancien Premier ministre, Ehud Barak. Donc c'est pas totalement n'importe qui, même si les autres ne sont pas n'importe qui non plus, mais enfin, il y a quand même des grandes figures, si vous voulez, des hauts responsables, on peut le dire, qui ont signé ça, et leur raisonnement est le suivant. Le Hamas n'est plus une menace stratégique pour Israël. Les objectifs militaires, c'est-à-dire démanteler ses formations, démanteler sa gouvernance, enfin sa gouvernance, ses éléments directeurs, sa direction, ça a été fait, ça a été réussi, et finalement, ce qui reste à faire, c'est faire libérer les 20 derniers otages, et ça ne peut être fait que diplomatiquement. Voilà. La lettre met l'accent sur le fait que Trump a une crédibilité vis-à-vis des Israéliens, enfin il a une capacité de pression pour pousser Netanyahou à faire un véritable cessez-le-feu, à arrêter les souffrances de la population palestinienne, à négocier le retour des 20 otages que le Hamas a encore, et ce groupe de gens, enfin les signataires, disent que si ça continue, si la guerre continue, et on sait qu'Israël veut annexer la Cisjordanie, ça va mettre en danger la sécurité d'Israël et aussi son identité. Ça, je pense que c'est extrêmement important. L'appel, évidemment, est arrivé au moment où tous les pour parler avec le Hamas, qui viennent, etc., sont un peu dans l'impasse, et où Netanyahou parle de rebooster les opérations militaires. Et ça, tous les signataires, bien sûr, s'y opposent. Alors, évidemment, Netanyahou n'a pas manqué l'occasion de répondre, et le Jérusalem Post en parle. Et il a répondu d'une façon toute simple, c'est-à-dire il aurait décidé qu'il fallait réoccuper entièrement la bande de Gaza, qu'il fallait renouveler et poursuivre les opérations dans les zones de Gaza où les otages sont encore retenus. Et ce qui est dit là, ça vient de son cabinet, en fait, qui l'a dit au Jérusalem Post. Et Netanyahou, ou en tout cas son cabinet, aurait fait passer le message au chef des forces israéliennes, le lieutenant-général Eyal Zamir. En gros, si ça ne vous convient pas, démissionnez. Voilà. Donc là,
évidemment, ça c'est juste le feu mis aux poudres hein, pour que l'intransigeance se poursuive et pour que les tensions politiques en Israël augmentent. Bien sûr, de toute façon, voilà, ni Netanyahou ni ses ministres n'ont l'intention d'en finir avec leurs agissements et les ordres qu'ils donnent aux forces armées israéliennes à Gaza. Mais néanmoins, on voit qu'il y a là quand même, pour moi, les germes d'une dissidence et les germes d'une autorité surtout. Enfin, si vous voulez, une lettre comme ça, c'est aussi une manière, c'est aussi un message pour les forces israéliennes actives, engagées en ce moment dans les opérations, qui comprennent que leurs grands anciens, et certainement tous ceux qu'ils peuvent connaître de près ou de loin, ne sont pas d'accord avec ce qu'on leur demande de faire. Et bien sûr, tout cela est le reflet eh bien, de la montée finalement de l'indignation et de la souffrance d'une certaine façon, je pense, de beaucoup de ces responsables, surtout dans le renseignement, d'après ce que je sais et comprends, face à une situation qui en fait porte beaucoup plus préjudice à Israël qu'elle ne l'aide, en termes d'image, en termes d'efficacité, en termes de juste entretien de la fureur et de la haine entre les Palestiniens et les Israéliens. Enfin bref, c'est un désastre d'un bout à l'autre, ces opérations. Voilà. Donc là, maintenant, ça prend la forme quand même d'une d'une sorte de rébellion, en tout cas morale et désormais officielle, ouverte. Hein, c'est plus simplement quelques responsables qui parlent, qui disent, un sergent qui explique ce qu'on lui demande de faire et pourquoi il ne peut plus le faire. Et... Bon, c'est clair. Voilà, je termine sur ce point un peu grave, un peu sinistre. J'espère que ça va avoir des suites, en tout cas, en Israël, des suites concrètes. Je vous remercie de votre attention. Suivez-moi, suivez-nous, adhérez au cercle Paix et Guerre et likez et partagez cette vidéo. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Et puis pour les membres du cercle, d'ici vendredi soir, il y aura donc la nouvelle clé du monde consacrée aux conséquences en matière de politique étrangère du fameux scandale Epstein qui éclabousse Donald Trump. À très bientôt. Au revoir.